les logements. Où que vous soyez dans le monde, vous avez besoin d'un logement. Et ça tombe bien, puisque certains d'entre nous sont experts pour les concevoir et les construire, à l'image de notre invité, Julien Pemzec. Julien, bienvenue et merci d'être au micro d'Instinct Urbain. Merci pour ton invitation. Alors, Julien, où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Là, on est à Rueil-Malmaison. On est au milieu d'un logement du futur, on va dire, parce qu'on est au milieu d'une opération bas carbone que j'aime beaucoup qui s'appelle Stelletta. Et voilà, c'est un architecte qui s'appelle Fresh qui a dessiné ce bâtiment avec nous. Et on est au milieu d'un bâtiment entièrement conçu en bois massif. On y reviendra. Alors donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Julien, tu es le directeur général du promoteur bas carbone Wideom Pichimo. Oui. Alors l'aventure commence pour toi en 2014 aux côtés de Guillaume Poitrinal et de Philippe Zivkovic quand tu intègres et tu rejoins Wideom. Oui. Ensuite, Wideom Success Story, à tel point que tu es sélectionné dans les 100 qui font la ville, un classement établi par Trait Urbain pour l'édition 2023. Et donc, 2023, fusion Wideom Pichimo. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai, on est content de cette histoire. On a démarré tous les trois avec Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic donc en 2014. Moi, je sortais de 10 années chez Bouygues, absolument passionnante, avec beaucoup, vraiment l'envie d'entreprendre. Et on a nourri et fait grandir cette idée qu'il fallait construire différemment, en réduisant drastiquement l'empreinte carbone et en utilisant le matériau naturel qu'est le bois. Donc, on a fait plusieurs réalisations. Et puis Altarea est rentré au capital en 2019, donc au capital de Wideom, d'abord à hauteur de 50%. Ça nous a aidé à beaucoup grandir. Ça a été des années pas simples parce qu'on a traversé le Covid et tous les impacts qu'il a eu, crise des matériaux, crise ukrainienne après. Et puis malgré toutes ces difficultés, on a réussi à tripler l'activité de la société. On a commencé à travailler un peu partout en France. Et puis février 2023, donc intégration totale au sein d'Altarea. Et en juillet, nouveau changement d'échelle, puisque sous l'impulsion d'Altarea, on a engagé la fusion de Wideom avec Pichimo. Et donc l'idée de la fusion, elle est simple, c'est plugger le savoir-faire bas carbone de Wideom sur une organisation territoriale solide, mise au point par Pitch, pour faire un grand promoteur bas carbone à l'échelle nationale. Ok, on y reviendra. Ouais. Alors Julien, donc on se retrouve pour 30 minutes de discussion sur la ville et sur la construction bas carbone. Et avant de se plonger dans ce sujet, notre dernière invitée, Kautar Ben Halima, qui est Miss Maroc, avec qui on a échangé sur la place de la femme dans la ville, t'as laissé une question. Ah, je suis très flatté de passer après Miss Maroc. Ouais. Alors, donc, je vais te lire la question. Et donc, globalement, la question, c'est comment les femmes ont-elles impacté ta vision de voir la ville et de vivre la ville? Waouh. Ah oui, c'est intéressant. Là, ça se détache un peu, je pense, du rôle que je peux avoir et de la construction bas carbone peut-être, mais puis ça touche un côté personnel. Enfin voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants dont 2 filles, donc les femmes elles m'influencent tous les jours dans ma vie personnelle, ça c'est une évidence. J'ai toujours eu à cœur aussi de travailler dans des entreprises équilibrées avec dans l'entourage des femmes qui ont des responsabilités. Quand on pense les villes, on pense à tous, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux enfants qui vont y habiter. Là d'ailleurs, on est dans une opération assez représentative de ça, d'une ville qui est totalement pensée avec en pied d'immeuble des aménités actives. Il y aura un restaurant en face que nous réalisons, des commerces de proximité. Il y a des jeux d'enfants, d'ailleurs dans lesquels j'ai pu déjà emmener mes enfants jouer certains week-ends quand je les ai voir l'avancement de ce chantier. Donc voilà, tout ça c'est la combinaison d'une ville agréable dans laquelle on peut évoluer en sécurité, dans laquelle on se voit grandir. Okay. J'ai un peu dévié de la réponse, mais il y a cette pensée-là dans la construction des villes. Et puis il y a aussi quelque part un point très important, parce que je vois là qu'on est quand même, on se rappelle qu'on est dans un univers en bois. On est porté, moi dans ce que je fais là maintenant depuis 10 ans, par cette idée qu'il faut construire mieux. Il faut construire des bâtiments qui vont faire du bien à la planète et du bien à ceux qui vont habiter. Et c'est là où tout ce raisonnement de réduction de l'empreinte carbone, il trouve aussi son écho. Et juste avant d'aborder le sujet bas carbone, toujours sur la question des femmes, et notamment la question des femmes dans le monde de la construction, 12,9%
c'est la part des femmes travaillant dans le secteur du bâtiment en 2022, d'après la Fédération française du bâtiment. Et quand on collaborait ensemble chez Woodea, moi j'ai constaté une belle parité. Oui, tout à Et fait. Ouais. justement, c'est quoi un peu la recette secrète pour attirer les femmes et en tout cas les garder dans ce secteur qui aujourd'hui est masculin? Wow. Je sais pas, alors tu as pris les statistiques de la Fédération du bâtiment, qui sont des métiers aussi avec peut-être aussi à certains endroits des difficultés physiques. Tu devrais prendre ceux des statistiques de la Fédération de la promotion immobilière, hein, puisque nous on est promoteurs immobiliers. Alors c'est vrai que voilà, c'est des métiers de conception, dans lesquels il faut de l'autorité aussi, de la constance, donc des qualités qu'on retrouve chez les hommes et les femmes. Et donc c'est peut-être aussi ce qui explique qu'on arrive à des meilleurs équilibres que les statistiques que tu as données, parce qu'on est très au-dessus de la statistique que tu viens de donner chez Woodea Pichimo. Ouais. Ok, bon, très bien. Construction bas carbone. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par construction bas carbone? Quels matériaux ça concerne? Alors, le concept de la construction bas carbone, c'est faire des bâtiments à faible empreinte carbone. Ça veut dire on va réfléchir d'abord à utiliser des matériaux qui vont permettre de réduire l'impact carbone. D'abord, il faut partir du début. Hein. C'est le constat, c'est l'immobilier, c'est un tiers des émissions de carbone dans un pays comme la France. C'est énorme. C'est un pollueur à égalité avec le transport, par exemple. Et ça, on l'a tous compris depuis quelques années. Mais pour le coup, en 2014, on était vraiment des lanceurs d'alerte sur ce sujet-là. Okay. Alors le bâtiment bas carbone, c'est par opposition avec un bâtiment classique, on va dire. Il va utiliser des matériaux de structure à faible empreinte carbone, comme le bois par exemple. La magie du bois, c'est comme c'est un matériau naturel qui, pendant sa croissance, l'arbre fait de la photosynthèse, donc absorbe le CO2, stocke le carbone. Et ça fait que finalement, quand on va le mettre en œuvre sur le chantier, il va avoir un bilan carbone négatif, contrairement au béton qui lui est émetteur. Il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on fait l'effort de remplacer 1 mètre cube de béton classique par 1 mètre cube de bois, on évite 1 tonne de CO2. Donc c'est un levier hyper puissant d'économie et de réduction d'empreinte carbone. Mais ça ne suffit pas. Si tu fais un bâtiment en boîte, tu as résolu une partie de l'équation, mais tu ne l'as pas terminé. Derrière, il va falloir que ce bâtiment il soit hyper bien isolé pour être très peu consommateur d'énergie, parce que nos énergies sont quand même un peu carbonées. Donc, alors même si on a la chance d'avoir des énergies moins carbonées que d'autres, mais c'est un sujet. Et puis après, il y a tout ce qui va constituer le reste du bâtiment. Et là aussi, on a beaucoup travaillé pour mettre dans nos critères de sélection des matériaux, au-delà de la qualité et du prix, le critère carbone, ce qui fait qu'on est un peu différent des autres pour ça, parce que nous, on a rajouté ce critère depuis très longtemps dans les choix de nos matériaux. D'accord. Donc globalement, un bâtiment bas carbone, en tout cas la construction bas carbone, c'est du bois, de la paille, de la pierre? Exactement, alors parce que là on parle de bois, mais il n'y a pas que le bois. Et d'ailleurs on a beaucoup travaillé là-dessus en fin d'année dernière pour élargir en fait notre panel de solutions bas carbone. Et donc on a regardé comment est-ce qu'on arrivait à décarboner le béton et trouver des bétons très bas carbone. On a regardé d'autres matériaux, des matériaux naturels ou issus de déconstruction, le recyclage évidemment. En fait, une combinaison en fait, qui va au-delà de la solution technique full bois qu'on a développée pendant des années et qui nous permet aujourd'hui d'agir sur des marchés beaucoup plus ouverts et sur des classes d'actifs aussi beaucoup plus ouvertes. Ok. Et tu vois, donc là, on parle construction bas carbone, on parle de l'empreinte carbone des bâtiments. Ouais. Et moi, il y a cette donnée du cercle thématique The Shifters qui m'a interpellé. C'est que le secteur du BTP génère plus de 220 millions de tonnes de déchets par an. Ouais. Et cela représente 69% de la quantité totale de déchets dans le pays. Et donc, d'un côté, oui, les bâtiments bas carbone, ça permet de décarboner évidemment les bâtiments, mais comment ça vient régler justement le souci des déchets? Qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? En fait, c'est un sujet complémentaire, c'est-à-dire qu'on travaille là dans des bâtiments comme celui-ci à limiter au maximum les déchets de chantier. Et ça, il y a beaucoup plus d'ingénierie. On voit aujourd'hui les panneaux les murs qui sont autour de nous, ils sont arrivés comme ça. Ils sont arrivés prédécoupés au millimètre près, pas besoin de les retravailler. Et donc, tous ces éléments qui font la structure ne génèrent pas de déchets. Ça, c'est une vraie rupture d'innovation parce qu'avant, en fait,
on faisait des choses, on avait besoin de les réajuster sur chantier. Donc le chantier, en plus de générer des gaspilles d'eau importants, générait une quantité de déchets énorme. Bon, là, en fait, on arrive à drastiquement réduire ces déchets. Et puis après, on travaille des nouvelles notions qu'est le recyclage. Avant, en fait, on mettait par terre les bâtiments et puis on recommençait à zéro avec un bâtiment neuf. Aujourd'hui, on déconstruit ces bâtiments. On va sélectionner dans les matériaux qu'on a déconstruits ce qui peut être réutilisé, alors soit sur le chantier directement, soit sur une autre opération. Et tout ça est compatible avec la construction bas carbone? Bien sûr, c'est même une combinaison nécessaire. D'accord. Voilà. Donc là, on parle des déchets, on parle de la décarbonation des bâtiments, mais on parle aussi, et surtout, dans la ville, ce qu'on voit, ce sont les bâtiments avant tout. Et comment justement la construction bas carbone, elle peut aller plus loin que le béton en termes d'avancées technologiques et puis d'innovation architecturale? Oui, alors ça c'est un point important parce que effectivement, quand on a commencé à construire nos immeubles en bois, les gens se disaient attendez, nous on ne veut pas de chalet dans nos villes, notre matériau c'est la pierre, la brique, enfin ça dépendait un peu des villes dans lesquelles on travaillait. Donc on a beaucoup travaillé pour que la technique s'adapte aussi aux enjeux architecturaux des villes parce que on ne peut pas poser des bâtiments ovnis dans les villes, on a aussi la responsabilité de créer des continuités urbaines parce qu'on construit quand même pour une centaine d'années au moins. Et donc tout ça doit s'inscrire dans le temps. Et donc pour ça, on a fait beaucoup de recherche et développement pour adapter notre matériau de structure à des matériaux de façade plus classiques, comme la pierre, la brique, l'enduit, le métal, peu importe. Et après, on voit aussi qu'il y a aujourd'hui dans les considérations quand on construit des bâtiments des nouvelles données, celles notamment de la résistance des bâtiments aux fortes épisodes caniculaires. Et ça, on voit que ça va induire l'architecture. Donc je dis beaucoup en ce moment, il faut qu'on se mette en tête qu'on doit dorénavant créer une nouvelle architecture qui n'a pas les mêmes enjeux que celle des bâtiments qu'on construisait il y a 100 ans. Et typiquement, là, il y a une raréfaction du foncier. Est-ce que la construction bas carbone va permettre de construire dans des endroits un peu atypiques? Oui, on commence déjà. On a un bâtiment notamment au-dessus du périphérique, qui est une des premières en fait, réalisations au-dessus du périphérique. En fait, là, un des atouts de ce mode constructif qu'on a autour de nous, c'est sa légèreté. Un bâtiment va être 2 fois plus léger qu'un bâtiment classique grâce à une structure 5 fois plus légère. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir surélever beaucoup plus facilement certains bâtiments. Et on commence à le faire sur des réalisations. À Pantin, par exemple, on a racheté un immeuble. On a décidé de déconstruire une partie de l'immeuble, mais garder son soubassement et on va poser dessus 100 logements. D'accord. À Cergy, on est en train de recycler l'ancienne patinoire de Cergy en une opération d'envergure où là aussi on va poser sur cette ancienne patinoire 100 logements en structure bois. En béton, on n'aurait pas réussi à le faire parce que le poids du bâtiment aurait eu des incidences fortes sur toute sa structure existante. Mais donc 5 fois plus léger, mais 5 fois moins résistant ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, on le voit d'ailleurs sur le côté massif qu'on a autour de nous. On a créé des. En fait, le bois, il a traversé les siècles, mais là, on a réussi à le moderniser, lui donner des caractéristiques mécaniques qui font qu'on arrive même à construire des tours avec. Donc on en a livré une à Bordeaux, par exemple, qui s'appelle Hyperion, qui était le premier immeuble de plus de 50 mètres de haut réalisé en structure bois. Et on est en train de réaliser à nouveau cette performance à Lyon, un programme qui s'appelle Albizia. D'accord, mais donc j'imagine que tout ça nécessite pas mal de bois. Est-ce que l'industrie du bois arrive à suivre ou pas? Oui, elle suit. Il faut avoir en tête aujourd'hui qu'en réalité, on n'utilise pas du tout assez notre ressource forestière. Le bois, la majorité pourrit en forêt, donc ça c'est dommage parce que ça veut dire que ça va libérer à moyen terme le carbone et une autre grande majorité part à l'étranger. Donc en réalité, on a tout à gagner à rationaliser cet usage de la forêt en France, d'abord pour l'entretien des forêts, pour l'entretien de cette pompe à carbone qui est la forêt. Et tout ça, pour nourrir aussi une filière française, parce que c'est intéressant de se dire aussi que les bâtiments seront issus de forêts françaises également. Parce que justement, aujourd'hui, le bois vient d'où? On a 2 partenaires. Un partenaire historique depuis la création d'Oudéum qui s'appelle Stora Enso, qui est le plus gros fournisseur de bois scié du monde aujourd'hui, donc c'est vraiment et qui est européen, donc qui nous apporte du bois d'Autriche. Et un partenaire français qui s'appelle Pifto, qui est vraiment un des fleurons de l'industrie française et le leader aujourd'hui en France de la production de bois massif avec qui on travaille également énormément. D'accord, ok. Crise économique, crise sociétale, on est actuellement en train de la vivre. Et comment justement le bois peut permettre d'aller chercher plus de logements plus rapidement?
Il y a des enjeux. Enfin, cette crise, elle a plein de formes, hein. Donc, le bois, c'est pas le remède miracle. Mais c'est sûr que ça va être une solution, notamment parce que malgré la crise, il va pas falloir qu'on mollisse sur notre calendrier de décarbonation. On s'est fixé comme objectif d'atteindre en 2050 la neutralité carbone pour la filière construction. C'est un enjeu énorme. Ça va se faire par la combinaison de construction très bas carbone et de la compensation également, donc de la plantation forestière. C'est-à-dire qu'il va falloir que nos opérations soient également génératrices de stock carbone long terme par des moyens complémentaires à la construction même. Donc en fait, il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est conscient des enjeux du dérèglement climatique, des méfaits des émissions carbone. Toutes les industries font leur révolution carbone. Il était temps que l'immobilier la fasse également. Ce qui est assez génial, c'est qu'on est dans la période où nos efforts se voient énormément. C'est-à-dire ? En moins de 10 ans, on a réussi à diviser par 2 l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf. C'est énorme. Et en plus, on a des recettes pour aller encore plus loin et aller encore rediviser par 2 ça. Comme quoi ? Parce que tu vois, regarde, moi je me dis, donc objectif décarbonation 2050. Aujourd'hui, on parle de RE 2028, de RE 2031. Ouais. Mais en fait, c'est l'équivalent de faire tout en bois. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Alors d'abord, il n'y a pas que le bois comme solution, puisqu'on voit qu'il y a des efforts énormes qui sont faits sur l'empreinte carbone du béton, notamment avec des vrais bétons bas carbone qui sont en train d'arriver sur le marché, et puis d'autres matériaux complémentaires qui permettent de réduire cette empreinte carbone. On voit aussi qu'en ce moment, toute l'industrie, les gens qui produisaient des menuiseries, des lavabos, en fait, tous ces gens-là aujourd'hui sont tenus par le calendrier de décarbonation, puisque la RE 2020 va disqualifier tous les gens qui ne pensent pas réduction de l'empreinte carbone. Enfin, c'est vraiment… en fait, cette réglementation environnementale 2020, là, la RE 2020 dont je parle, c'est un bouleversement énorme. Parce que d'abord, elle a imposé à toute la profession de mesurer son empreinte carbone. C'est-à-dire que là, on était malade, mais on ne savait même pas prendre sa température. Donc ça y est, maintenant, tout le monde apprend à mesurer cette empreinte carbone. Et ensuite, on est là et il faut arriver à 0. Et on a devant nous seulement 20 ans. Et je dis seulement parce que tu sais que pour construire une opération comme celle-ci, il y a eu 3 ans de montage quasiment, il y aura 2 ans de construction, donc un projet immobilier c'est 5 ans. Donc en fait, voilà, faut aller assez vite. Justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres outils, typiquement juridiques, qui permettraient de donner plus de flexibilité aux promoteurs ? Je pense notamment au bail amphithéotique. Moi, je pense que là, c'est un sujet du moment. Enfin, en ce moment, les Français ont du mal à acheter des logements parce que les taux sont passés de 1 à 4%. Donc ça les a éloignés de la capacité de devenir propriétaires. Et pourtant, quand on les interroge, il y a beaucoup de gens qui pensent que de toute façon, comme pour la voiture ou d'autres choses, les gens n'ont plus envie d'être propriétaires. Il se trouve que pour le logement, ce n'est pas vrai. Les gens, les sondages le montrent encore. Un des souhaits numéro 1 d'un Français, c'est être propriétaire de son logement. Ça apporte à la fois une sécurité sociale, une sécurité financière, et en fait, on ne remplacera pas ça. D'accord ? Donc, il faut trouver des moyens pour que les gens ils puissent acheter. Et en ce moment, on travaille justement beaucoup là-dessus. Nous, on veut redonner du pouvoir d'achat aux gens, et donc on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à faire désenfler en fait le prix de l'immobilier qui a monté trop vite dans les 2 dernières années au moins, et même si on regarde un peu plus probablement, et refaire des conditions d'acquisition aisées. Le bail amphithéotique, c'est technique, tu désolidarises une partie, tu n'es pas vraiment propriétaire toute ta vie. Donc c'est pas pareil que d'avoir son appartement, avoir acheté. Donc moi, je crois plutôt qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on aide à mieux financer les gens, comment est-ce qu'on accélère le déploiement du PTZ notamment, comment est-ce qu'on trouve des mécanismes qui lèvent les verrous des gens qui veulent acheter, hein, parce que les gens qui payent des loyers, en fait, bientôt, ils vont réaliser par des formules qu'on est en train de mettre au point qu'ils vont pouvoir devenir propriétaires. Et donc du coup, est-ce que accessibilité au logement en tant que propriétaire et bas carbone, est-ce que ça marche ensemble ? Bien sûr que ça marche ensemble, bien sûr. L'enjeu, en fait, c'est d'être capable de produire ces bâtiments dans des économies classiques. On ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que c'est bas carbone, ça va être 20% plus cher. C'est pour ça qu'on a travaillé l'année dernière à trouver des solutions bas carbone
avec des prix de revient plus bas. Et en fait, un des enjeux, c'est justement le changement d'échelle. Et c'est là où elle a tout son sens aussi, cette fusion qu'on a engagée avec Pitch, parce que derrière, il y a l'idée de faire une société qui va être capable de produire plus de logements et donc qui va être capable d'amortir sa R&D sur plus d'opérations à une plus grande échelle. Et en plus, on apprend beaucoup quand on commence à travailler dans toutes les régions. Il y a des singularités régionales qui nous font progresser à l'échelle nationale. D'accord. Donc l'avenir est prometteur. Et en parlant d'avenir, le métier de promoteur aujourd'hui, il est en train d'être révolutionné. Il y a un épuisement du foncier. Et donc, vers quelle direction on va là pour le métier? Est-ce que ça va plus être un financier qui va être expert en montage d'opérations, ou bien à l'inverse, est-ce que ça va plus être un urbaniste qui va vouloir impulser une vision pour la ville? Moi, je vais pas te faire une réponse très originale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, il faut faire des logements qui soient bien pensés, ergonomiques, c'est-à-dire bien travaillés. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, les équipes, on ne fait pas que des bâtiments. On fait surtout des logements dans lesquels les gens vont vivre. Donc, il faut penser chaque mètre carré de chaque logement pour que les gens, quand ils arrivent dans un logement neuf, ça soit un effet waouh garanti, quoi. Donc il y a un travail profond à mener sur la qualité des plans d'appartement, des surfaces adaptées. Ensuite, il faut être capable de produire des logements qui sont adaptés au pouvoir d'achat. Et là, je disais, avec la hausse des taux, on a perdu ce lien entre le pouvoir d'achat et la capacité d'acheter. Donc il faut remettre ça au cœur des préoccupations. Et puis le dernier point, c'est ce logement écologique, bon pour la planète, bon pour soi. Aujourd'hui, c'est une valeur qui est forte. Qui est portée aujourd'hui par toutes les générations. Donc, moi, je ne fais pas de politique et je vois que l'écologie, elle est aujourd'hui, et tout le monde a envie de s'emparer de cette valeur, alors, avec plus ou moins d'envie, d'élan, de conviction. Quoi qu'il en soit, il faut s'en occuper de ce sujet-là. Donc, quand on arrive à aligner tous ces sujets, je pense qu'on coche les bonnes cases pour être capable de produire des logements de qualité qui s'ancreront dans les valeurs. Donc du coup, le promoteur de demain, c'est le promoteur d'aujourd'hui qui prend ce qui se fait de bien, qui rajoute… Et puis qui a quand même une considération pour le futur en ayant des recettes respectueuses de l'environnement. Nous, on s'attache notamment à avoir en permanence 5 ans d'avance sur ce calendrier de décarbonation. On veut être fer de lance en fait, de cette démonstration bas carbone, montrer que ça marche et on sait que ça intéresse énormément de gens. Il y a des gens qui n'auraient jamais acheté dans le neuf s'il n'y avait pas eu cette offre bas carbone. Ok, ça marche. Julien, jusqu'alors, c'est moi qui te pose des questions et peut-être que tu es venu avec un discours à porter. On va passer à l'autobahn. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est l'autobahn. Et raconte-moi, comme ça je vais être sûr de ne pas me tromper. L'autobahn, donc, c'est ce fameux tronçon d'autoroute allemande sans limitation de vitesse. Et donc, à l'image de ce tronçon d'autoroute, tu as donc 2 minutes de temps de parole non interrompu, non censuré. Bon. Qu'est-ce que je vais vous raconter pendant 2 minutes? Non, je veux dire un truc, c'est que le métier de la promotion immobilière, je l'ai vécu de plusieurs façons. Moi, ça fait maintenant presque 20 ans, donc j'ai l'impression d'être très vieux en disant ça, alors que j'ai 43 ans. Je pense que c'est un métier qui est assez fascinant parce que depuis 20 ans, j'ai vu des évolutions constantes sur ce métier. D'abord, c'était un métier qui était d'abord très focalisé sur l'équation économique. Après, on a eu un métier très focalisé sur l'équation architecturale. C'était l'image. Ce qui comptait, c'était l'image. Peu importe d'ailleurs, c'était finalement la carrosserie, pas tellement le moteur. Et puis après, il y a eu les usages. Le sujet des usages est devenu prépondérant. Et donc nous, ce métier de promoteur, il a fallu qu'on devienne ensemblier. Donc on ne savait plus faire d'opérations si on n'avait pas pensé aux restaurateurs qui allaient s'installer au pied d'immeubles et tout. Et puis est venue cette valeur environnementale. Et moi, j'y ai retrouvé un élan en fait, dans ce métier que je faisais à l'époque depuis 10 ans. J'ai trouvé ça formidable que un métier qui avait pourtant fait ses preuves puisqu'on construit en permanence nos villes, soit capable de se réinventer à ce point-là. Parce que cette prise de conscience écologique, ce n'est pas un effet marketing ou un truc qu'on vient rajouter. Il y a vraiment des gens qui ont pris conscience qu'on faisait des choses qui étaient somme toute belles, qui avaient répondu à des enjeux sociétaux importants à une époque. Mais en fait, on ne pouvait plus ignorer la valeur écologique dans ce métier. Et moi, je trouve ça fascinant de voir le bouleversement que ça a créé.
beaucoup de gens pensaient, quand on s'est engagé dans cette aventure, que ça ne marcherait pas parce que d'autres avaient essayé avant. Et je pense qu'effectivement, ça n'aurait pu ne pas marcher, qu'on l'a fait dans un moment qui était le bon moment. Je pense aussi qu'on y a mis beaucoup d'énergie. On a dit 10 secondes alors. Eric. réinstauré un matériau vieux comme le monde, qui avait traversé les siècles, on a réussi à le moderniser. Et en fait, moi, tout ça, j'y trouve en fait un intérêt constant parce que c'est un métier qui se renouvelle en permanence et qui, en plus, aujourd'hui, vraiment ancré solidement des valeurs sociétales et d'avenir qui me sont chères. Tu vois que finalement, 2 minutes. le 2 minutes est assez court. Hein. Ah, après, j'allais trop bavarder. Julien, jusqu'alors, on a appris à connaître le Julien, le promoteur. Ouais. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur qui est l'homme derrière le titre, qui est le vrai Julien. Ouais. Et donc pour ça, on a un jeu qui s'appelle l'univers parallèle. Globalement, le principe, c'est en fait, on rabat toutes les cartes de ta vie, quelques-unes, à travers 3 grandes questions. Ouais. T'es prêt? Et si Julien Pemzec n'avait pas lancé Woodham en France, mais ailleurs, dans quel pays l'aurait-il fait et pourquoi? Ça va pas te plaire, je vais pas répondre à la question, j'adore la France en fait. Ouais, tu sais, je suis parti travailler à la fin de mes études à Hong Kong parce que 2004 c'était l'euphorie totale en Asie, il fallait y aller, il fallait voir. Ce que j'ai vu m'a époustouflé parce que c'est un pays dans lequel il y a une énergie incroyable, mais l'éloignement m'a fait prendre aussi conscience de la chance qu'on avait de vivre en France, cette organisation de société, la beauté de ce pays. Donc je suis hyper chauvin en fait, donc je suis ravi de le faire ici. Et je trouve qu'en plus, l'entrepreneuriat est devenu aussi une valeur forte, valorisée et tout. Et donc c'est un pays qui donne sa chance aussi aux gens qui ont envie de tenter des choses. Et donc j'aime bien ça. Moi, quand je suis sorti d'école, les gens juraient que par les grandes entreprises. Et puis après, il y a eu cette tendance à l'entrepreneuriat. Et puis on voit qu'on arrive à entreprendre des choses. Et puis après, on voit que l'entrepreneuriat, moi j'apprends ça aussi avec mon parcours personnel. C'est que l'entrepreneuriat, il fait changer d'échelle, il fait changer de périmètre. Et en fait, tout ça, moi j'adore. Donc en France. Donc finalement, tu t'es expatrié pour revenir en France. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Si tu pouvais remonter le temps et conseiller le jeune Julien, quel conseil lui donnerais-tu? Le conseil, mais que j'ai eu la chance d'avoir, parce que j'ai des parents qui m'ont très bien conseillé, c'est qu'il faut choisir un métier qui te plaît et le faire à fond. Voilà, donc le champ, il est hyper ouvert, mais il faut faire un métier avec passion parce que les journées sont longues, les parcours sont semés d'embûches, et donc il faut absolument choisir un truc qui enthousiasme. Sinon d'abord, on ne devient pas très bon, et puis après, on meurt d'ennui, quoi. Ok, donc, voilà. Très bien. Dernière question, et cette question, on l'a posée à Théoun Houn de l'agence Satie, et je pense qu'elle pourrait également être pertinente pour toi. Si Julien Pemzec avait les manettes de l'urbanisme en France, que changerait-il? J'ai des idées. Je changerais les délais d'instruction, je changerais le temps. En fait, je changerais le temps. Parce que je pense qu'on a énormément de bonnes idées, mais après, ces bonnes idées, elles sont soumises à l'épreuve du temps parce qu'on est aussi dans un pays qui aime beaucoup concerter, poli à vie. Et en fait, tout ça crée souvent des combinaisons intéressantes. On peut considérer que c'est aussi une démarche qui enrichit les choses, mais en réalité, tout ça pourrait être fait dans un timing beaucoup plus tendu. Et l'avantage de ça, c'est que les bâtiments qu'on inventerait, adaptés, ils ne sortiraient pas 5 ans plus tard avec un risque d'obsolescence. Ouais. Ils sortiraient 2 ans plus tôt, et donc ils seraient complètement inscrits dans leur temps. Et donc je pense que ce temps, c'était un thème qui... Je suis naturellement assez impatient et je pense que c'est finalement une qualité parce que ça permet de faire les choses au bon moment. D'accord. Voilà. Okay. Accélérer le temps. Ok, très bien, le temps. Julien, on finit à chaque fois les épisodes avec une question qui traite de la ville idéale. Pour toi, en un mot, en un seul mot unique, quelle serait la ville idéale? Bas carbone, c'est un mot maintenant. Bas carbone. Ouais. Pourquoi? J'en ai parlé pendant 20 minutes. Voilà, je pense que c'est tout à fait vertueux. Tout ce cercle écologique fait prendre les bonnes décisions, le bon matériau au bon endroit, la sobriété des matériaux, la réflexion plus alignée avec les enjeux climatiques, les bénéfices que ça a
pour la santé des usagers, tout ça combiné fait que c'est un mot qui c'en est deux, hein, mais bon, c'est avec un trait d'union, on va dire. Bacarbone Trade Union. Voilà. Eh bien, Julien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Adèle. C'était Julien Pemzec sur Instinct Urbain. Et Julien, avant que tu nous quittes, on va te laisser ce carnet pour que tu poses la question au prochain invité. Je te laisse ça. Et qui sera le prochain invité? Et donc, idéalement, la question doit pourquoi pas être relative à la discussion d'aujourd'hui, mais ça peut être évidemment autre chose. Je vois que tu as déjà une idée. Ouais.